Bonjour à toutes et à tous, merci d'être si nombreux ce soir. Alors pour cette deuxième séance du séminaire esthétique anarchiste, nous avons le très très grand plaisir d'accueillir Catherine Malabou, qui est professeure de philosophie à Irvine en Californie et à Kingston College en Angleterre. Et les travaux récents de Catherine Malabou ont très fortement inspiré le démarrage de ce séminaire par deux ouvrages dont vous avez déjà, je crois, pas mal entendu parler. Évidemment, tout d'abord, ce livre que je ne cesse de recommander à tout le monde, Aux voleurs, anarchisme et philosophie, où l'hypothèse du non gouvernable a vraiment inspiré les quelques hypothèses qu'on essaye de travailler dans ce séminaire, dans le rapport entre anarchisme et art. Et puis, d'autre part, cet autre livre qui travaille de manière, disons, plus souterraine un certain nombre d'axes du séminaire, cet ouvrage qu'également je ne cesse de recommander à tout le monde, Le plaisir effacé, clitoris et pensée, vraiment extrêmement fort pour une pensée contemporaine du féminisme, et avec un chapitre final qui ouvre de très très belles perspectives sur clitoris et anarchie. Voilà, donc je cède immédiatement la parole à Catherine, que je remercie à nouveau infiniment d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci. Bonsoir tout le monde. Et je voudrais, moi, à mon tour, remercier chaleureusement Frédéric Pouyaud pour l'intérêt qu'il porte à cette question et pour son invitation. Je remercie également le département d'art plastique de l'Université d'Aix-Marseille et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette rencontre. Alors, comme chacun sait, l'anarchisme se définit essentiellement comme une critique de la représentation. Représentation politique, Proudhon déclare que dès que quelqu'un d'autre me représente, il y a des possessions, aliénations, d'où la critique de la démocratie dite parlementaire. Mais évidemment, la question devient très complexe lorsqu'il s'agit de l'art, parce que comment peut-on imaginer un art qui serait coupé de tout processus de représentation? Alors, il y a un livre d'un théoricien américain qui s'appelle Jesse Cohen et qui s'intitule « Anarchisme, la crise de la représentation » et qui dit effectivement « Représenter, c'est toujours parler pour ». Et dès qu'on parle pour, on parle à la place de. Alors, de deux choses l'une, soit on dit qu'il n'y a pas d'art anarchiste, parce que comme je vais essayer de le montrer, dans l'art, il y a toujours, quelle que soit la définition qu'on donne de la représentation, un axe représentatif, on va essayer de définir lequel. Donc soit on dit il n'y a pas d'art anarchiste, soit on essaye dérouler, déployer une théorie de la représentation compatible avec le rejet de la représentation. Toute la question, c'est donc de savoir, bien sûr, ce qu'on entend par représentation. Et c'est dans le cadre de cette élucidation, qu'est-ce que la représentation, que je situerai donc cette querelle Rancière-Lyotard, que j'ai intitulée « Représentable versus imprésentable ». Donc cette querelle, je l'ai beaucoup travaillée dans le livre « Aux voleurs ». Mais aujourd'hui, je voudrais l'éclairer d'un jour un peu différent, parce que je me suis aperçue depuis qu'il y avait des apories que je n'avais pas traitées, auxquelles je n'avais pas été sensible, et j'en déroulerai deux. La première, c'est que j'ai relu récemment le texte très célèbre de Gayatri Spivak, qui s'appelle « Les subalternes peuvent-elles parler ?» Et elle prend position justement contre une certaine critique de la représentation. Elle dit « La représentation est nécessaire, que ce soit en politique ou en art. » Quelle critique de la représentation a-t-elle en vue? Elle cite une interview qui est déjà ancienne, c'est celle de 1972 entre Deleuze et Foucault, qui s'appelle « Les intellectuels et le pouvoir ».
c'est un dialogue au cours duquel Deleuze et Foucault, précisément, pourraient passer pour des anarchistes parce qu'ils disent que, en politique comme en art, on ne représente pas, je cite Deleuze, il n'y a plus de représentation, il n'y a que de l'action de théorie, de l'action de pratique et des rapports de relais ou de réseau. Et puisqu'il n'y a que de l'action, le théoricien ne représente pas le groupe dominé, ne parle pas en son nom. Et Foucault dit « Je suis d'accord, je m'élève contre cette position d'arbitre, de juge, de témoin universel. Je m'y refuse absolument. » Et c'est cette idée que les multitudes doivent parler d'elles-mêmes, que représenter les multitudes, que ce soit donc encore une fois en politique ou en art, c'est les aliéner, les déposséder, etc. Donc en fait, l'action politique, l'action anarchiste consisterait à exhorter, sans parler pour elles, les multitudes à s'exprimer. C'est contre ça que Spivak s'élève en disant « Oui, mais il y a des multitudes qui ne peuvent pas parler. » Elle se réfère à Marx, qui écrit ce texte bien connu qui s'appelle le 18 Brumaire et qui parle des petits propriétaires paysans expropriés de leurs terres. Et Spivak dit, en citant Marx, « Les petits propriétaires paysans ne peuvent pas se représenter eux-mêmes et donc précisément ont besoin de porte-parole. » Alors, pour sortir de ce problème, elle propose de distinguer entre deux concepts de représentation en allemand. Le premier, c'est la Darstellung, que l'on peut traduire par présentation. Et le deuxième, la Vertretung, représentation. Mais peu importe, parce qu'au fond, ce sont des mots très similaires, mais ce qu'elle veut dire, c'est que la Darstellung, et c'est la représentation qu'il faut condamner, parce que c'est celle qui prend la place d'eux, la Vertretung aurait plutôt la place du micro, comme on a pu voir, par exemple, dans les mouvements d'occupation, quand la parole se répercutait d'un interlocuteur à l'autre, on passait le micro comme ça. Donc elle dit il y a deux types de représentation, hein, vous avez compris, soit on parle pour, soit on passe la parole. Mais pour passer la parole, il y a bien quand même un acte qui consiste à la passer, justement. Si on traduisait de façon plus artistique, on pourrait dire que la Darstellung, si vous voulez, cette représentation qui serait aliénante, ce serait celle qui consiste à faire un portrait, c'est-à-dire à figurer ceux qui parlent à leur place. C'est le sens de persona en grec. Vous savez qu'au théâtre, on portait ces masques, et ces masques étaient censés précisément effacer le visage de celui qui parle pour que le visage incarne tout le monde. Voilà. Donc la différence entre faire un portrait, ce qui nécessairement va figer la parole, et de l'autre, défaire un portrait, justement, c'est-à-dire défaire toute forme de figure pour se contenter de passer la parole. Et j'essaierai de commenter ces deux positions. Et quand je disais tout à l'heure que je m'étais rendu compte d'un certain nombre d'apories, je pense que la distinction de Spivak, pour toute intéressante qu'elle soit, est en fait une aporie. Je pense qu'elle ne règle rien, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, avant de, en conclusion, poser une autre aporie. Donc c'est dans ce contexte-là que se situe la confrontation entre deux philosophes majeurs et du XXe siècle et du début du XXIe siècle, hein, Lyotard pour la deuxième moitié du XXe siècle et Rancière, XXe, XXIe siècle. Dans leur confrontation, si j'ai choisi ça, c'est parce que dans cette confrontation s'est transformé rien de moins que la vision du rôle politique de l'art. Pour commencer, et précisément ce rôle politique de l'art comme véhicule de représentation, en quel sens? C'est cela qu'on va essayer de penser. Ils ont, pour commencer, beaucoup de points d'accord. Je parle d'une confrontation, mais en fait, sur bien des points, ils sont d'accord. Donc je vais dérouler ça, puis après je reviendrai à Spivak. L'art a une fonction politique évidente. Pourquoi? Parce que pour tous les deux, qu'est-ce que la question politique? Elle se définit d'abord comme la reconnaissance de ce que Rancière appelle un tort originel.
Il s'agit du tort fait à certains sujets qui se trouvent originairement et paradoxalement exclus de la sphère politique. La question de la politique, pour beaucoup de penseurs du XXe siècle, mais en particulier ces deux-là, la question de la politique, ce n'est pas du tout la question du gouvernement ou la question de l'État, c'est la question de ce que la politique exclut. C'est-à-dire la question de la politique, c'est la question du hors-jeu politique, c'est-à-dire du fait que certains sujets se trouvent rejetés à l'extérieur du cercle politique, même si on les appelle des citoyens. Rancière affirme que ce tort que la politique se fait en réalité à elle-même, on pourrait parler, si vous voulez, des exclus, ce tort que la politique se fait à elle-même, crée ce qu'il appelle la mésentente. Il dit la politique, c'est la mésentente. Et Jean-François Lyotard, lui, choisit de l'appeler le différent, avec un D, et on sait qu'il a écrit un ouvrage qui s'appelle Le différent. Donc, d'une certaine façon, mésentente ou différent, on pourrait penser qu'ils sont d'accord. Ils sont d'accord sur le fait que, eh bien, en effet, comme dit Spivak, certains ne peuvent pas parler, comme ces petits paysans qui ne peuvent pas se représenter eux-mêmes. D'où vient ce tort que la politique se fait à elle-même? Il vient de très loin, puisque dès les traités de politique, dès les traités de philosophie politique, en particulier celui d'Aristote, la politique, Aristote dit, pour comprendre la politique, il faut comprendre la différence entre les animaux et les hommes. Les animaux crient et les hommes parlent. Ils ont le logos. Or, ce que vont dire Lyotard et Rancière, c'est que le problème, c'est que certains sujets qui possèdent pourtant le langage semblent simplement crier, puisque personne ne les entend. Donc les exclus du cercle politique seraient, d'une certaine façon, des animaux. Leur langage, et Lyotard et Rancière disent la même chose, est en réalité considéré comme un cri, c'est-à-dire comme un bruit. Je cite Rancière, « L'ordre social se symbolise en rejetant la majorité des êtres parlants, en fait c'est la majorité des êtres parlants, dans la nuit du silence, ou le bruit animal des voix qui expriment agrément ou souffrance. Il y a de la politique parce que le logos n'est jamais simplement la parole, parce qu'il est toujours indissolublement le conte qui est fait de cette parole, le conte par lequel une émission sonore est entendue comme la parole, apte à énoncer le juste, alors qu'une autre est seulement perçue comme du bruit, signalant plaisir ou douleur, consentement ou révolte. Donc, ne compte que, compte ça s'écrit PT évidemment, ne compte que ceux qui peuvent parler. Et les autres sont exclus du conte, d'où l'idée de mésentente que parfois Rancière appelle aussi un méconte. Lyotard avait déjà écrit là-dessus et semble encore une fois tout à fait en accord avec ça. Il a un texte qui s'appelle « Misère de la philosophie ». Et lui, il appelle ce bruit la phrase « affect », qui est une phrase inarticulée, de ceux qui ne peuvent pas se faire entendre dans l'espace public. Et lui aussi développe l'idée que la politique fait tort aux phrases « cris » et feint de ne pas les entendre. Et il se réfère lui aussi sur ce point au célèbre passage de la politique d'Aristote qui distingue entre la voix articulée, propre aux êtres humains, et la voix confuse, apanage des animaux en général. Et Lyotard écrit « La politique consiste en ce que le langage n'est parfois pas un langage. Politique est la possibilité du différent à l'occasion du moindre enchaînement de phrases. » Donc, mésentente et différent répondent donc, à première vue, à une même définition. Et on pourrait dire que là, Spivak va intervenir en disant « Eh bien, représenter consisterait non pas à parler pour, à la place de ceux qui ne peuvent pas parler, mais à leur tendre le micro. » Oui, mais on va s'apercevoir qu'en fait, Lyotard et Rancière diffèrent précisément sur cette question de passer la parole. Ils diffèrent parce que ils pensent qu'en effet, le fond de la politique est anarchiste, anarchique, que cette expression des sans-paroles ou des sans-papiers vient du fait que l'essence même de la politique est l'absence d'archet,
l'absence de principe, c'est-à-dire l'absence d'une parole uniforme. La politique est anarchiste parce qu'elle procède d'une égalité radicale entre le peuple et les puissants, mais en même temps, la politique se retourne contre cela, elle se fait du tort à elle-même. Et pourtant, ces deux philosophes se battent sur la manière dont on peut sortir de ce problème. En effet, pour Lyotard, qu'est-ce que c'est passer le micro? Qu'est-ce que c'est donner la parole? Il dit donner la parole, précisément, ça n'est jamais représenter. Et en ce sens, il s'opposerait à Spivak. Ça n'est jamais représenter, dit-il, c'est témoigner. Contre cela, Rancière affirme au contraire qu'on ne peut que représenter ceux qui ne peuvent pas parler. Et c'est pourquoi, d'un côté, nous avons l'imprésentable, comme dit le titre de cette conférence, l'imprésentable. Témoigner, c'est précisément affirmer l'imprésentable. Quand on témoigne, on ne présente pas. Parce que témoigner, c'est nécessairement témoigner en l'absence d'eux. Et de l'autre côté, le représentable, où Rancière dit non. Représenter, c'est au fond rendre présente cette absence. Alors, je voudrais un petit peu développer sur cette confrontation. La mésentente, en revenant à ce tort que la politique se fait originairement à elle-même, la mésentente, pour Rancière, tient au fait que la démocratie, qui est la première figure importante de la politique en Occident, puisqu'on sait qu'elle a vu le jour au Ve siècle en Grèce, en particulier avec la politique de Clisthène, le grand problème de la démocratie, dit-il, c'est qu'elle ne peut jamais se traduire en égalité arithmétique. Elle devient tout de suite égalité géométrique, c'est-à-dire très simplement le passage du cardinal 1, 2, 3 à l'ordinal premier, deuxième, troisième. Au lieu d'avoir le peuple comme un ensemble d'éléments ajoutés les uns aux autres, démocratie, on a immédiatement une hiérarchie, le premier, le deuxième, le troisième. L'impératif politique, dit Rancière, se formule alors ainsi, je cite, « Mais ceux qui valent plus au-dessus de ceux qui valent moins, et ceux qui n'ont rien sont les derniers. » Et on va voir effectivement dans la philosophie grecque, qui commence pourtant par l'affirmation de la démocratie, plus ça va dans la philosophie, et plus ceux qui sont en bas vont être assimilés précisément à ceux qui ne parlent pas, et le peuple va s'indifférencier dans la populace, non plus le peuple, mais la masse indistincte. Et pourtant, dit Rancière, ça n'est pas pour autant que cette masse indistincte ne peut pas avoir la parole à travers la représentation. Parce que ce qu'il reproche à Lyotard, c'est de faire de ceux qui ne parlent pas des victimes. Et en fait, le problème, il est là, si vous voulez. C'est, est-ce qu'on considère ceux qui sont exclus du jeu politique, ce que d'une certaine façon, nous sommes tous, plus ou moins, puisque Rancière dit c'est quand même la grande majorité des gens. Est-ce que nous sommes des victimes, c'est-à-dire des gens qui ont subi ou subissent un trauma? Est-ce que le tort s'entend comme un traumatisme? Est-ce que le fait d'être privé de parole est un trauma? Ou est-ce que c'est un tort qui peut se régler? Un tort, il peut se régler juridiquement. Donc, est-ce qu'il est possible de réparer par un certain type de représentation cette exclusion? Et le problème, il est là. Et Rancière dit contre Lyotard, le concept du tort ne se lie à aucune dramaturgie de la victimisation. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce que Lyotard voit dans la Shoah, et ça aussi on pourra en discuter, il voit dans la Shoah et l'extermination des Juifs l'accomplissement en fait de l'exclusion politique. Et ça, c'est une idée qu'on trouve assez souvent dans la deuxième moitié du XXe siècle en philosophie, à savoir que la Shoah et le nazisme ne sont pas des phénomènes qui sont tombés du ciel, mais sont en quelque sorte des accomplissements
de l'exclusion politique, extrêmement violent de l'exclusion politique. C'est-à-dire qu'au fond, le nazisme serait la révélation d'un trauma qui hante la démocratie depuis son origine. Et c'est contre ça, évidemment, que Rancière va s'élever. Parce que Rancière refuse, encore une fois, cette assimilation, dans la mesure où, encore une fois, il refuse l'assimilation des sans parole, sans papier à des victimes. Oui, dit Lyotard, mais si j'assimile la parole, l'acte de passer la parole à l'imprésentable, c'est parce que, quoi que vous disiez, Rancière, représenter, c'est toujours aliéner, c'est toujours parler pour. Il est nécessaire de trouver un mode de passage de parole à ceux qui sont traumatisés, et même aux disparus, puisque quand on parle de la Shoah, on parle vraiment de disparus. Il est très important de trouver ce type de parole, parce que sinon, tout type de représentation sera toujours une autre façon de faire du tort à ceux qui sont exclus. Et regardez ce qui se passe dans, Lyotard dit, regardez ce qui se passe dans la critique de la faculté de juger de Kant. Alors, je suis désolée, moi je suis philosophe, donc mes références, elles sont plus philosophiques qu'artistiques au départ. Regardez ce qui se passe dans la troisième critique de Kant. Kant fait bien une distinction entre le beau et le sublime. Le beau, effectivement, c'est ce qui est représentable, au sens de la Vorstellung, qui est encore un autre terme. Disons, le beau, c'est ce qui a une belle forme et qui donne figure à ce qui n'en a pas. Mais le sublime, c'est-à-dire une expérience esthétique traumatisante, est une représentation qui ne peut pas représenter. C'est précisément le sublime est une esthétique du témoignage qui n'est liée à aucune forme. Donc, peu importe la querelle de mots, qu'on appelle ça Darstellung, Vorstellung, Vertretung, etc., ou tout simplement en français représentation, la représentation est toujours liée à la belle forme. C'est donner en fait une belle forme à ce qui est complètement catastrophique, alors que le passage de parole, et il reprend Kant à ce sujet, ne peut être que de l'ordre du sublime, c'est-à-dire d'une esthétique du choc, qui ne peut jamais, encore une fois, présenter ce dont il y a choc, mais qui ne peut que témoigner du choc lui-même, n'est jamais lié à une forme et n'est jamais lié à la représentation. La Darstellung, la Vertretung, etc., pour Lyotard, ne peuvent être que négatives. Et c'est en ce sens qu'il appelle donc sublime l'expérience esthétique de l'art contemporain en prolongeant la thèse kantienne. Cela, effectivement, Rancière est absolument furieux contre ça. Il y a beaucoup de textes dans lesquels il dit c'est absolument insupportable, parce que si on dit ça, alors la résistance des exclus ne peut pas être perceptible. Beaucoup de mouvements de révolte politique ne sont jamais médiatisés, ne sont jamais précisément représentés. Donc si on ne trouve pas une forme de représentation, si on se contente d'exprimer ces mouvements par une esthétique du choc, si on dit qu'ils sont imprésentables, alors ils restent imperceptibles. Donc il dit, regardons par exemple les mouvements ouvriers de la première moitié du XIXe siècle, la formation de la Commune, puis plus tard la Révolution de 68 ou les mouvements d'occupation récents. Il dit, il ne suffit pas en fait que les événements politiques aient lieu pour apparaître. Les événements politiques de résistance ne deviennent vraiment visibles qu'au prix de leur reconfiguration esthétique. Et c'est là le rôle de l'art, si vous voulez, c'est-à-dire que sans représentation esthétique, alors on va voir ce que Rancière appelle représentation, au fond, les événements de résistance politique n'existent pas. Alors qu'est-ce qu'il entend par représentation, Rancière ? Il n'entend pas justement la belle forme. C'est pas ça, il dit à Lyotard, mais c'est pas ça représenter. C'est pas
C'est pas comme vous croyez essayer d'embellir ou de faire le portrait, comme on disait tout à l'heure, de la révolte ou de ce qui est sans forme. C'était effectivement comme je disais tout à l'heure, passer le micro. Et ça, il dit, effectivement, il s'agit d'un déplacement. Voilà, c'est pour ça que cette idée de passage de micro dit exactement ce que Rancière a en tête. Il dit, l'art doit opérer un changement de lieu. Donc c'est pas tellement, voilà, on va donner une belle figure, on va faire le portrait des exclus, on va les faire changer de lieu. Il appelle ça aussi une métamorphose scénique, c'est-à-dire leur donner une scène sur laquelle ils peuvent se présenter. Alors, voilà, c'est la fonction politique de l'art qui, je cite, déplace un corps du lieu qui lui était assigné, à savoir le sans-parole. On va déplacer un corps du lieu qui lui était assigné et on l'amène... L'art déplace un corps du lieu qui lui était assigné ou change la destination d'un lieu. Elle fait voir ce qui n'avait pas lieu d'être vu et fait entendre un discours là où seul le bruit avait son lieu. Elle fait entendre comme discours ce qui n'était entendu que comme bruit. Il appelle ça, donc c'est un glissement, si vous voulez, c'est-à-dire on va passer de la rue à la scène. On va passer d'un lieu d'exclusion à un lieu de visibilité. C'est ce qu'il appelle aussi le partage du sensible, où on redistribue, si vous voulez, ceux qui n'ont pas la parole, eh bien, l'art doit leur donner un théâtre. Et qu'est-ce que c'est cet acte de théâtralisation ? Je cite, c'est ce qui rompt la configuration sensible, où se définissent les parties et les parts, ou leur absence, par une présupposition qu'il n'y a par définition pas de place. Et voilà ce qui est intéressant. Le transfert, si vous voulez, le déplacement, donne aux sans part une part. Cette rupture se manifeste par une série d'actes qui refigurent l'espace ou les parties, les parts et les absences de parts, là où elles se définissaient. Donc, si vous voulez, il s'agit de répartir les parts. Alors vous allez dire, mais comment est-ce que c'est possible ? Donc effectivement, l'art de référence pour Rancière, c'est le théâtre. Il s'agit bien de créer une forme, mais pas une forme au sens de la belle forme dont parlait Lyotard, mais une forme qui se définit comme une entrée dans le réel. Et ça, je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire que Rancière associe le fait de ne pas avoir la parole au fait d'être exclu du réel. C'est-à-dire on n'est pas seulement exclu de la politique, on est aussi exclu du réel. Et donc l'art, sa fonction, c'est de permettre cette entrée dans le réel. Et c'est cela qu'une forme artistique doit être. Dans le réel, entendu comme forme, c'est, dit-il, la vie qui prend forme. Donc, la forme artistique n'est pas forcément une forme belle au sens de Lyotard. Ça peut être une forme totalement abstraite. Et par exemple, il y a beaucoup d'exemples que prend Rancière, mais ça peut être ce film-là, le titre de Lars von Trier, avec les... Là, j'improvise cet exemple-là. Comment ça... Dogville, merci. Où il dit, regardez comment les parts et les lieux sont écrits à la craie sur le sol et où on comprend par une série d'abstractions que, en fait, l'exclusion se joue dans ce jeu, enfin, dans ce jeu des dessins. Et donc, le film n'utilise jamais rien de concret pour parler de l'exclusion et de l'inclusion. Il prend des tas d'exemples aussi de littérature. Je vais revenir dans un instant à la littérature, dans le roman en particulier. Mais ce qui est important ici, à ce moment de mon discours, c'est de bien voir que pour lui, la forme n'est pas forcément une forme figurative, et que l'abstraction
En fait, une abstraction réussie, c'est celle qui devient réelle. Voilà. Je crois que cette mesure du réel est pour Rancière ce qui donne le vrai sens de la représentation. À savoir que tout d'un coup, on parlait tout à l'heure du carré noir de Malevich, hein, ou du carré blanc sur fond blanc. Eh bien, tout d'un coup, même paradoxal, le carré blanc sur fond blanc fait partie désormais de notre vie. Et pour Rancière, il s'agit d'opérer dans le domaine esthétique ces transferts qui partent du chaos, de l'absence de voix, de l'absence de forme, et parviennent, sans faire un portrait pour autant, et parviennent à intégrer cette anarchie au sens usuel, hein, ce désordre qui accomplit, hein, c'est ça la représentation, accomplit le passage dans le réel du chaotique. Ce qui ne revient pas, encore une fois, à lui donner une belle forme. Et Rancière dit, en ce sens, le tort se traite, alors que pour Lyotard, le différent ne se règle pas. Et Lyotard, lui aussi, parle d'anarchie. Il a un texte sur le cinéma expérimental qui s'appelle « La cinéma » en un seul mot, qui parle, je cite, du caractère toujours singulier, disruptif de l'événement plastique, échappant à la prévisibilité, à la reconnaissabilité, à l'identifiabilité, à la référenciabilité, à la mise en code, en forme et en structure isotopique et préétablie. Donc, en un sens, ils sont assez d'accord. C'est-à-dire que, oui, l'abstraction peut aussi faire droit au sans-parole. Oui, mais pour Lyotard, précisément, cette entrée dans le réel est impossible. Hein, je veux dire que c'est ça, c'est-à-dire que le trauma, et il prend l'exemple de la Shoah et l'exemple des chambres à gaz en particulier, en disant le négationnisme, c'est précisément tous ceux qui disent les chambres à gaz n'ont pas existé, sont précisément le signe de ce que quelque chose de réel ne peut pas entrer dans le réel. Et que même prouver, montrer, démontrer, attester, etc., eh bien, il y a là une barrière, c'est cette barrière qu'il appelle imprésentable, il y a une barrière d'imprésentabilité, si je puis dire, qui fait que le réel reste en quelque sorte en arrière de lui-même, et que la seule chose à faire pour démontrer, enfin non pas pour démontrer, pour précisément parler de l'existence des chambres à gaz, c'est d'en témoigner. Mais pour Rancière, encore une fois, ça n'est pas convaincant, parce que il dénonce, je cite, l'usage inflationniste de la notion d'irreprésentable et toute une série de notions auxquelles elle se connecte volontiers, l'imprésentable, l'impensable, l'intraitable, l'irrachetable, etc., qui vont de l'interdit mosaïque de la représentation à la Shoah, en passant par le sublime kantien. Il dit, moi je refuse ça parce que ça veut dire que l'art est impuissant. Il dit, au fond, si on dit que l'art ne peut pas réaliser, c'est-à-dire ne peut pas rendre réel cette anarchie constitutive cette anarchie constitutive de la politique, eh bien, ça veut dire que l'art est impuissant. Il parle de l'impouvoir de l'art. Et il dit, là, il faut mettre les choses au point. Dis-moi, qu'est-ce que j'entends? On va revenir une dernière fois là-dessus. Qu'est-ce que j'entends par représentation, dit Rancière? Il faut bien faire la distinction entre, alors il passe par la négative, entre deux types d'irreprésentables. Il dit, le premier type d'irreprésentable n'existe que dans le régime de représentation classique. Il dit, regardez par exemple Corneille, il prend cet exemple de Corneille, qui décide en 1659 d'écrire une tragédie qui s'appelle Oedipe. Et il se trouve confronté au fait, le directeur du théâtre lui dit, vous savez, on ne pourra pas montrer sur scène le moment où Oedipe se crève les yeux. C'est irreprésentable aujourd'hui pour les spectateurs de notre époque. Rancière dit la sienne des yeux crevés, etc. Le sang qui lui distille sur le visage ne peut plus être montré. Donc Corneille doit trouver un stratagème
Et il décide alors je cite Rancière, de mettre hors scène le trop visible des yeux crevés. Donc, oui, c'est irreprésentable, ce qui veut dire qu'on va le mettre derrière un rideau. Hein, le spectateur va comprendre par allusion que Oedipe se crève les yeux. Mais l'irreprésentable, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas montrer et on joue derrière un rideau. Mais il dit, c'est plus ça, aujourd'hui, le problème de la représentation. Parce qu'aujourd'hui, tout est représentable. Et c'est là qu'il s'oppose à Lyotard. Il dit, même la Shoah est représentable. Nous sommes dans le régime de ce qu'il appelle le réalisme, précisément. Et c'est pour ça que l'art peut rendre réel l'absence de parole. Je cite, « Tout est désormais sur le même plan, les grands et les petits, les événements importants, les épisodes insignifiants, et pour finir, les hommes et les choses. » Et il ajoute, « Il existe désormais une disponibilité générale de tous les sujets pour n'importe quelle forme artistique. » Donc aujourd'hui, il y a une exposition intégrale à la représentation. Donc, il est possible de passer le micro à tout le monde. Et c'est ce que l'artiste doit faire. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Et vous êtes sûrement au courant des querelles qu'il y a eu par rapport à la Shoah. Est-ce qu'on doit ou non montrer des images ? Didier Huberman a dit oui, on peut montrer des images. Est-ce qu'on peut faire des films, etc. etc. Donc, il est clair qu'à la fin du XXe siècle, il y a vraiment eu un grand débat là-dessus, c'est-à-dire oui ou non, y a-t-il des limites à ce que l'art peut réaliser ? Et clairement, Rancière dit non. Simplement, encore une fois, représenter ne signifie pas donner une belle forme, mais passer la parole. Alors je voudrais, avant de conclure, vous donner quelques exemples quand même. Pour Lyotard, si vous voulez, la forme artistique, parce que Lyotard est un grand penseur de l'art, il ne dit pas du tout il ne faut plus faire d'art, pas du tout. Mais simplement, encore une fois, l'art témoigne du choc. Et ne peut pas précisément réaliser. Il y a une barrière à l'entrée dans le réel. Alors pour lui, l'archétype de ce rôle de l'art, c'est Townley, les dessins de Townley, qui pour beaucoup de gens, combien de fois on entend quand on voit ces dessins-là, ça n'est pas de l'art. Au fond, c'est ça qu'aime Lyotard, c'est tout ce qui n'est pas de l'art en apparence. Précisément parce que c'est un art qui joue avec le fait de ne pas être de l'art. Et effectivement, les dessins de Townley, j'aurais dû faire un PowerPoint, Frédéric, c'est comme des gribouillages. Je veux dire que la première fois qu'on les voit, on se dit qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un enfant de 3 ans, enfin vous connaissez l'argument. Mais Lyotard dit, eh oui, mais ce qui m'intéresse, c'est que précisément, c'est un art qui produit un minimum de sens. C'est-à-dire que c'est un art qui précisément produit un minimum de réel. Alors je cite Lyotard, tracer une ligne sur une surface. N'importe quelle ligne, c'est produire un minimum de sens. Un simple gribouillage fait avec un crayon sur une feuille de papier constitue une des plus pauvres formes d'art. Je trouve que cette pauvreté, qui est presque mystique, est quelque chose d'éminemment original. Et en ce sens, je me sens plus proche du dessin que de la couleur. Une simple trace de crayon, et le papier se divise, et quelque chose se trouve comme dirigé ailleurs. Ce que vous avez là est à la fois la forme la plus complète de pouvoir et en même temps la forme la plus complète de dépossession. Car celui qui trace cette ligne ne sait absolument pas ce qu'il fait. Cette pauvreté est à la fois tout et rien. Donc ça, moi, j'aime beaucoup ce texte parce que c'est cette idée quand même que l'art produit quelque chose, bien sûr, mais que, témoin du choc, il produit dans le minimum, effectivement, de sens. Et le minimum de sens, c'est une forme de subaltérité, pour parler comme Spivak. C'est un réel subalterne, en fait. C'est un réel qui n'est pas tout à fait un réel et qu'on va toujours pouvoir confondre avec rien. C'est ces artistes dont on va dire mais ils font rien, il n'y a rien.
Mais vous avez vu l'ambiguïté, parce que Lyotard dit une simple trace de crayon et le papier se divise et quelque chose se trouve déjà comme dirigé ailleurs. Alors, Rancière va dire, voyez, vous aussi, vous parlez de déplacement, c'est-à-dire que vous dites, en fait, sous d'autres mots, vous vous contredisez vous-même, puisque, au fond, vous déplacez. Et à partir du moment où il y a déplacement, il y a passage de parole, parce que le dessin, il déplace. Donc, il fait quelque chose. Alors, pour vous donner un autre exemple, cette fois pris de Rancière, il dit... au fond, aujourd'hui, tout est représentable. Et si on prend la littérature des camps, l'exemple qu'il prend, c'est L'espèce humaine de Robert Antelme. Si on prend la littérature des camps, on va s'apercevoir qu'elle est écrite exactement comme un roman du XIXe siècle. Il n'y a pas de spécificité, du victimaire, si vous voulez. Encore une fois, même les victimes ne sont pas des victimes. Parce qu'il y a toujours une possibilité de faire entrer la victimisation elle-même dans le réel. Sinon, on ne peut plus parler de rien. Alors, de manière extrêmement provocatrice, il compare Madame Bovary à l'espèce humaine. Alors, je cite l'espèce humaine. « Je suis allée pisser. Il faisait encore nuit. D'autres à côté de moi pissaient aussi, on ne se parlait pas. Derrière la pissotière, il y avait la fosse des chiottes avec un petit mur sur lequel d'autres types étaient assis, le pantalon baissé. Un petit toit recouvrait la fosse, pas la pissotière. Derrière nous, des bruits de galoches, des toux, c'en était d'autres qui arrivaient. Les chiottes n'étaient jamais déserts, etc., etc. » Il dit, il n'y a pas de différence avec ce passage de Madame Bovary. Elle se rassit et elle reprit son ouvrage, qui était un bas de coton blanc, où elle faisait des reprises. Elle travaillait le front baissé, elle ne parlait pas, Charles non plus. L'air passant par le dessous de la porte poussait un peu de poussière sur les dalles, il la regardait se traîner, et il entendait seulement le battement intérieur de sa tête avec le cri d'une poule au loin qui pondait dans les cours. Alors on se dit, mais il est fou. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que le choc, précisément, chez Antelme, qui entre dans le réel, tient au fait que tout est mis sur le même plan. C'est-à-dire le trauma du camp, mais aussi la description de la pissotière, le bruit des galoches, les lumières des miradors, etc. Et chez Flaubert, l'histoire d'amour qui commence, la couleur du bas de coton, le bruit des poules, etc., etc. Donc il dit, au fond, on voit que l'entrée dans le réel chez Antelme utilise les procédés romanesques dans la mesure où la forme qui est donnée au trauma est celle d'une, il appelle la parataxe, c'est-à-dire le fait de tout mettre sur le même plan comme ça. Je cite, « L'expérience concentrationnaire vécue de Robert Antelme et l'expérience sensorielle de Charles et d'Emma s'expriment selon la même logique des petites perceptions ajoutées les unes aux autres. » Donc, si vous voulez, pour conclure, il n'y a pas d'imprésentable. Ça veut dire aussi que, au fond, le trauma profond n'a pas de style propre, ou que, si l'on veut, tout style est un trauma. Mais d'une certaine façon, ça veut dire qu'on ne peut pas circonscrire quelque chose comme une spécificité incommunicable, d'une expérience incommunicable. C'est dangereux. Un, c'est impossible, et deux, c'est dangereux. Et en même temps, vous comprenez que Lyotard répondrait, oui, mais si on ne reconnaît pas cette spécificité, eh bien, on tombe dans le tout est visible, tout est montrable, etc. Et on ne rend pas compte du choc. Alors, je vais conclure en revenant à ce que je disais au début et à la seconde aporie qui m'est apparue. La première, donc, c'était d'essayer d'intégrer cette querelle dans ce que disait Spivak sur les deux formes de représentation. Mais en fait, il m'apparaît aujourd'hui que même ce que dit Spivak, si vous voulez, c'est que... cette distinction qu'elle fait entre les deux formes de représentation, je pense qu'elle est aussi aporétique. Et aujourd'hui, elle m'apparaît comme
alors on pourra en discuter, mais au fond, je crois, voilà, c'est une idée qui m'est venue justement quand je réécrivais la conférence là, ce matin, donc je vais essayer d'être claire dans ce que je veux dire. Je crois que toutes ces discussions sont sûrement très intéressantes, moi je les trouve très intéressantes, mais que peut-être qu'on se trompe de problème. Je crois que moi-même et eux aussi s'attachent trop à la manière de représenter. C'est-à-dire, est-ce qu'on passe le micro, est-ce qu'on fait un portrait, est-ce qu'on utilise un style paratactique, est-ce que plutôt on va utiliser un minimum de sens, vous voyez, je trouve, et moi-même, parce que dans mon livre, j'ai essayé de parler de cette peinture anarchiste du début du XXe siècle, fin 19e, début du XXe, qui était le post-impressionnisme, en me disant, ils ont peut-être trouvé la solution, c'est-à-dire qu'il y a un sujet apparent, mais derrière, il y a ces petites touches qui représentent l'égalité irreprésentable du peuple. Donc, moi-même, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas, au fond, voilà, le problème, c'est que c'est peut-être pas ça la question, à savoir, qu'est-ce que la bonne façon de représenter, et y en a-t-il une? Je crois que le problème porte plutôt sur ce que l'on dit sans parole. Parce que vous remarquerez que dans les 3 cas, Spivak, Lyotard et Rancière, on ne parle pas des mêmes. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre sur le même plan les Indiens, dont parle Spivak, puisque son texte est dédié à cette femme indienne qui s'est suicidée, faute justement de ne pas pouvoir parler, de ne pas trouver de représentants. Chez Rancière, le peuple, vous avez vu les exemples qu'il prend, la commune, etc. Et chez Lyotard, les victimes de la Shoah. Et par exemple, Spivak dit « Je parle pour les hommes et les femmes analphabètes, les populations tribales, les strates les plus basses du sous-prolétariat urbain indien. » Et je crois que le problème, en fait, il est moins comment est-ce qu'on va représenter ces gens-là, est-ce qu'on va les représenter ou pas, que qui sont-ils? Et je crois que le problème, si vous voulez, aujourd'hui en politique, c'est d'arrêter de penser que les sans-paroles et les sans-papiers forment une seule et même entité. Et qu'on les appelle des victimes ou qu'on ne les appelle pas des victimes, qu'on les appelle des subalternes ou qu'on les appelle des exclus, j'ai l'impression qu'on les homogénéise ou on les hégémonise, au sens de Gramsci, et que peut-être, je voudrais juste vous poser cette question pour finir, et que peut-être le rôle de l'art est moins de savoir comment leur donner la parole que de savoir qui ils sont, et d'enquêter avant de parler pour eux sur la forme spécifique et chaque fois particulière de leur anarchie. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment, Catherine, pour cette conférence si riche et si stimulante. Je ne doute pas qu'il y a tout de suite tout un tas de questions qui sont soulevées. Alors, le temps que des questions apparaissent, je vais peut-être me permettre m'autoriser une question ou une remarque. Pour avoir consacré un certain nombre d'années de ma vie aux formes artistiques de l'enquête, du témoignage et de la réception de paroles non fictionnelles, j'ai toujours été extrêmement choqué par le traitement que Rancière réservait à ces formes-là, en soutenant qu'au fond, il n'y avait aucune spécificité de ces ancrages de la parole avec le réel. Et l'exemple que tu prends avec Bovary, Madame Bovary et l'espèce humaine mise absolument sur le même plan et servant à Rancière à au fond forcer son hypothèse
d'un âge esthétique qui absorberait tout, parce que c'est ça qui est en jeu, c'est aussi la défense de sa grande tripartition massive, m'a toujours paru vraiment très, très étrange. Et alors, ce que je voudrais un peu mieux saisir chez Rancière et puis au-delà, c'est le lien qui semble être fait, qui moi m'apparaissait pas du tout, entre l'enjeu de la représentation et celui de passer la parole, parce que j'ai l'impression qu'en fait, on passe pas beaucoup la parole chez Rancière, si au fond une fiction peut accomplir aussi bien ce qu'un témoignage direct accomplirait. Pardon, ça part un peu dans non, direction. oui, je comprends bien. Oui, moi aussi, il est certain que quand j'ai lu la violence, quand j'ai découvert la violence avec laquelle il traite Lyotard et le travail admirable de Lyotard, bon, moi j'ai une préférence personnelle pour Lyotard, mais j'ai été très choquée aussi. En même temps, je reconnais qu'il y a chez lui un véritable désir, je crois, politique de donner la parole à l'anarchisme, effectivement. Et il est obligé pour ça de mettre un peu de côté le trauma et le problème de la victime. C'est-à-dire, et je crois que la grande question... Alors, moi encore une fois, j'ai pas beaucoup de sympathie pour... mais quand même, ça, je crois que c'est important. Et moi, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas si vous en avez une, mais est-ce qu'un exclu politique est une victime? Je crois que c'est ça la grande question. Je pense qu'on peut dissocier on peut dissocier le souhait de ne pas victimiser l'exclu, le sans-part, etc., d'une thèse extrême à la Lyotard sur l'imprésentable et l'impensable, etc., etc. Il peut y avoir un réel passage de la parole qui n'implique pas, au fond, cette homogénéisation de la parole à laquelle aboutit la thèse de Rancière sur, au fond, fiction, non-fiction. Ce sont les mêmes schèmes esthétiques qui gouvernent une époque et, au fond, l'espèce humaine serait un roman, ça accomplirait exactement ce que ça devrait accomplir. La même entrée dans le réel. Et, enfin, il me semble qu'on peut dissocier l'idée d'un art de témoignage avec parole passée ou parole prise de l'ancrage victimaire que Lyotard y a posé. Enfin, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui crée le rejet chez Rancière. Eh bien, je ne sais pas si on peut les dissocier. C'est toute la question, parce que c'est très compliqué, cette affaire. Je sais qu'il m'est arrivé d'entendre l'objection « Oh, mais arrête de te considérer comme une victime ». Je pense qu'on l'a tous entendu, plus ou moins, quand on est victime d'injustice. Et qu'on se sent... Kant, il décrit très bien ça, justement, quand on est... et la personne en face dit « Mais cesse de te considérer comme une victime ». Alors, c'est quelque chose de très compliqué parce que c'est à la fois juste et injuste. C'est juste, parce que je crois que tant qu'on se considère comme une victime, on a peut-être tendance à ne pas se donner les moyens d'arranger la situation, et en même temps, c'est très injuste, parce que l'injustice, effectivement, produit des victimes. Et que ce sentiment qu'on a d'être injustement traité, il est incontestablement d'ordre victimaire. Mais on est là à la crête d'une aporie, quoi. Je veux dire, je crois que c'est les deux. Les deux sont justes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que Lyotard a insisté beaucoup plus sur le côté attendez, mais si vous ne savez pas ce qu'est une victime, hein, c'est comme si vous disiez
les descendants des Juifs exterminés, c'est comme si vous leur disiez « mais arrêtez de vous considérer comme des victimes ». C'est intolérable. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il peut y avoir, pour répondre à ta question, ce qui n'est pas du tout une réponse, est-ce qu'il peut y avoir un témoignage de l'injustice qui ne soit pas victimaire? Ben non. Non, en un certain sens, non. Même si j'entends l'autre et Rancière dirait oui, parce qu'on n'est pas des victimes. Au fond, les descendants de la Shoah, eh bien, justement, il faut qu'ils accumulent les preuves, les archives, voilà, qu'ils fassent tout ce travail que fait Didier Huberman, justement, d'aller chercher, de vous montrer, au lieu voilà. Donc, moi, encore une fois, j'aurais plutôt tendance à donner raison au côté victimaire, et en même temps, je comprends aussi... voilà. Mais ce que j'ai essayé de dire à la fin de tout ça, c'est... au départ, si on revient au début, on dit il y a ceux qui parlent et il y a les animaux. Le problème est là, c'est-à-dire est-ce que les animaux sont tous les mêmes, quoi? C'est-à-dire que dans toute cette conversation, peut-être que ce qu'il faudrait élucider, c'est qu'est-ce qu'on entend par et victimes, ou bien les exclus, ou bien est-ce qu'ils sont tous sur un pied d'égalité, quoi? Il y a une question là. Faire passer le micro. Bonsoir, merci infiniment pour votre présentation. Je vais juste deux remarques, et une qui permet de rebondir sur justement ce que vous venez à l'instant d'évoquer sur la victime. Et à un moment, Hannah Arendt dit enfin, qu'est-ce qu'on peut faire justement? Elle dit on peut répliquer. Et elle dit on réplique. Et qu'est-ce que peut faire le héros tragique quand de toute façon il est... La seule chose qu'il puisse faire, dans une veine très aristotélicienne, c'est de parler. Et de répondre quand même, et de parler quand même, même s'il sait qu'il est condamné, même s'il sait qu'on ne l'entendra pas, il parlera quand même. Et ça me faisait songer, mais je ne suis pas du tout sûr que ce soit une bonne solution, hein, à un terme très arendtien là aussi, que Lyotard et d'une certaine manière Rancière ne prennent pas en compte. Il y a un dit représentable, l'autre dit représentable, imprésentable. C'est l'imprévisible en fait d'Arendt. On ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce que tout d'un coup, pour le dire comme Deleuze, un peuple s'invente. On ne savait pas que les Gilets jaunes allaient parler, on ne savait pas que les Tunisiens allaient se soulever, on ne sait pas. On sait pas Et quand vous dites qui ils sont, ben justement, c'est la question. Avant qu'ils soient, on ne sait pas qui ils sont. Avant qu'ils parlent, on ne sait pas s'ils vont parler. Et l'imprévisible, il y a presque un jeu de mots dedans, parce qu'évidemment, il y a la notion de vision, de visibilité qui peut être comprise là-dedans. Mais ça me paraît essentiel que... on a eu juste avant une très belle présentation justement d'une artiste qui a travaillé sur l'imprévisible. Elle ne sait pas ce qui va se passer quand elle pose une chaise et une table sur un rond-point. Et c'est très drôle qu'elle le fasse quelques années avant que les ronds-points ne soient occupés. Et tout d'un coup, il y a pas voilà, il y a quelque chose d'imprévisible qui se déclenche. Une société qui s'invente autour d'une table, comme il y a une société qui s'est inventée autour des ronds-points pendant les Gilets jaunes. Enfin voilà, c'est le premier point sur lequel peut-être on pouvait avoir une autre voie que celle de... Oui, merci beaucoup, c'est très juste, mais le problème avec l'imprévisible et avec l'événement, c'est que, si vous voulez, il se prépare. C'est-à-dire, c'est ça. À savoir qu'il n'y a de l'imprévisible que pour ceux qui sont capables de le voir, enfin de l'analyser. C'est-à-dire qu'en fait, la question de l'imprévisible, en particulier la question de l'événement, comme vous savez, est sans doute une des questions qui a donné lieu au plus grand nombre de livres et d'ouvrages au XXe siècle. Badiou, L'être et l'événement, Deleuze. C'est-à-dire que l'imprévisible, d'accord, mais j'ai envie de vous dire, ça ne résout rien au sens où, encore une fois, il n'y a d'imprévisible que pour une analyse de l'imprévisible. Il n'y a jamais, je crois, dans l'ordre politique... Enfin, ça aussi, c'est un débat. Est-ce que ça existe, la contingence radicale? Comme vous savez, là, le réalisme spéculatif a posé cette question, Meillassoux a posé cette question. Est-ce qu'il y a de l'imprévisible pur? Voilà.
voilà, ça serait un peu ma réserve. C'est-à-dire que c'est un peu une façon de renvoyer le problème en disant bah, on ne sait pas, etc. Alors que, en fait, ces questions-là sont très préparées. Voilà. C'est un peu mon problème avec la théorie de l'imprévisible. Je comprends. Le problème que j'avais avec celle de représentable et irreprésentable, c'est qu'elle me paraissait philosophiquement très très balisée et s'appliquait éventuellement à des cadres pour lesquels il n'était pas valable. Oui. Lyotard parlant de sublime à propos, enfin finissant par dire le sublime seul peut rendre compte d'une certaine manière de la Shoah à partir de Barnett Newman et à partir de ça. Et évidemment qu'il y a une butée cognitive à parler de sublime et de Shoah. Vous avez raison, c'est très balisé, mais si j'ai quand même choisi ce thème, c'est parce que j'ai l'impression qu'on n'en est pas vraiment sorti et que, par exemple, parce qu'on pourrait me dire, mais la performance en art rompt avec ces questions. Parce que d'une certaine façon, une performance, est-ce que c'est une représentation? Non, parce que d'une certaine manière, elle a lieu, mais elle a lieu par définition une seule fois, enfin en tout cas elle devrait n'avoir lieu qu'une seule fois. Elle est brève et on pourrait penser que l'art performatif en fait coupe court à ces questions. Mais j'ai un peu réfléchi à ça aussi. Par exemple, je pense à ce qui se passe aujourd'hui avec les corps. J'ai l'impression que beaucoup d'artistes travaillent sur leur propre corps. Et j'ai l'impression qu'au fond, ces questions se répercutent aussi dans la performance. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est se performer soi-même? Qu'est-ce que c'est travailler sur son propre corps? J'ai l'impression qu'il y a entre mon corps et moi le même type d'interrogation qu'entre la multitude et la parole. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment sorti encore de ces questions. Et que même au cœur d'une performance, il y a toujours ce problème d'un dédoublement entre ce qui veut être dit et la manière dont c'est dit. Vous voyez, voilà. Je voulais juste ajouter une chose, mais je ne suis pas sûr que ça soit plus satisfaisant que mon truc de l'imprévisible juste avant. Non, c'est quand vous disiez, voilà, il n'y a peut-être pas tant de différence que ça entre Darstellung et Vertretung par rapport à ce que dit Spivak. J'y tiens un peu, mais pour d'autres raisons. Il me semble que dans un cas, on serait, d'un point de vue littéraire, dans quelque chose qui serait de l'ordre de la métaphore, et dans l'autre cas, de l'ordre de l'hypotypose. Et quand Corneille ne peut pas représenter sur scène, il va justement envoyer un messager qui va créer cette figure de style dont on a pu écrire qu'elle était celle du témoin par excellence, c'est-à-dire celui qui va rapporter un fait qui ne peut pas être représenté sur scène. Et Vertretung, Paul Ricoeur propose une autre traduction, et lui, alternative à celle de représentation, il va dire c'est la représentance, au sens de lieu-tenance de quelque chose. Et je pense que ça peut être une chose assez intéressante qu'on retrouve dans la performance, c'est-à-dire qu'on ne représente pas quelque chose, on le présente, on l'amène sur une scène, ou bien on délocalise quand il s'agit d'installation, par exemple. Bon, alors, ça, c'est une question très intéressante, mais très complexe. Dont on va peut-être pas... parce que, vous savez, la métaphore, c'est un simple... Enfin, ce que dit Kant, c'est une hypotypose. Donc, hypotypose, ça veut dire traduction sensible. Ça veut dire, quand on traduit sensiblement quelque chose. La métaphore est un cas d'hypotypose, comme les métonymies, etc. Donc, mais on ne va pas se... Voilà. Effectivement, de toute façon, là où on est d'accord, c'est que dans la représentation, effectivement, il y a en fait deux grandes branches, quoi. Soit on donne une belle forme, etc., et on parle pour, ça. Soit effectivement on trouve des formes de déplacement, des formes de passage de parole, voilà. On est d'accord qu'il y aurait deux... Ouais. Mais peut-être il y a d'autres questions. Merci pour cette intervention qui ouvre beaucoup de questions. Il y en a une qui me paraît essentielle par rapport à ce que j'ai pu entendre, et surtout le parallèle que vous avez fait entre Rancière et Lyotard, surtout à partir de l'exemple de Lyotard lorsqu'il parle de Tombly, où il dit que son art est une trace
et lui, il fait le choix de la ligne plus que de la couleur. Et la façon qu'il dit la chose, on a l'impression qu'il parle d'écriture. Et ce qui me semble important de relever dans ce parallèle, c'est que Rancière, il est dans un art théâtral, un art de la parole. On a l'impression que les deux sont dans une parole articulée. Et si on le replace dans le contexte de la politique, ils sont du côté de la politique. Où sont les cris de ceux qui ne parlent plus? Oui, voilà, exactement. Mais ça, je suis tout à fait d'accord. C'est exactement le problème. Exactement. Alors, comme vous savez, Rancière dit... Rancière dit, oui, mais ceux qui n'ont pas la parole, etc., peuvent s'éduquer eux-mêmes. Vous savez, c'est le spectateur émancipé, c'est le Jacques Otto, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'existe pas, le cri. Le cri n'existe que tant que ce cri n'a pas l'éducation suffisante, enfin l'espace suffisant pour s'auto-éduquer, justement. Mais vous avez complètement raison. Je crois que le problème aujourd'hui, il est beaucoup là. C'est-à-dire que, au fond, ces philosophes-là sont des philosophes. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans l'articulation, en effet, complètement. Et une forme de logos. On est tout à fait d'accord. Et qu'au fond, ces cris, on ne les entend pas, je suis d'accord. Bien sûr. C'est-à-dire que... voilà, l'art peut-il, mais ça c'est aussi une question, et peut-être que ça va bien au-delà de la philosophie, l'art peut-il rendre compte, enfin passer le micro, je ne sais pas comment il faut dire, au cri? Alors c'est exactement ce qui fait, faut nous en dire un peu plus justement. Ouais, bien sûr. Ça va un peu dans cette... Merci beaucoup, Catherine. Une petite question par rapport à l'idée qu'une abstraction réussie est une abstraction réelle, ou qui devient réelle. Moi, ça m'a fait penser à tout ce qu'on a fait aujourd'hui avec la cartographie, au mieux, comme Anna l'a défini avec Nina, au mapping. Et donc, si ça, c'est vraiment une forme d'abstraction qui est réelle parce que réalise, en fait, un autre espace, un espace nouveau. Et donc, c'est vraiment dans cette direction-là. Donc, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'abstraction, de vue d'A-haut. Mais là, c'est dans cette direction dont tu parlais, Anna, d'horizontalité. C'est vraiment un peu cette idée que... on fait une abstraction, mais on la réalise, et on réalise quelque chose. Donc, c'est vraiment redessiner un espace, donc le présenter autrement. Donc, je ne sais pas si... Alors là, oui, ça c'est très intéressant, mais il faudrait aussi que, si on avait le temps, qu'on discute de ce que c'est réel. Non, mais c'est vrai, parce que réel... ça veut dire chose, il y a reste, chose. Donc c'est quelque chose qui existe tout seul. Voilà. Donc si ce que vous avez fait aujourd'hui parvient à une forme d'autonomie, ouais. C'est-à-dire qu'il faut que ça existe en l'absence de l'artiste. Toute la question est là. Toute la question est là. Et pas seulement parce que ça serait mis dans un musée, mais parce que ça pourrait exister tout seul. Comme le carré blanc sur fond blanc, etc. Ça peut exister tout seul, même si c'est complètement improbable. Voilà. Donc, pour moi, réel, c'est ça. C'est pas seulement réaliser quelque chose, quoi. C'est est-ce que... c'est peut-être une définition de l'œuvre, non, très, très banale, au fond. C'est est-ce que l'œuvre, au fond, existe par elle-même, indépendamment de sa muséification ou de... Voilà. Je crois qu'il y avait... Oui, moi je reviens à votre conclusion. J'aurais abondé dans son sens parce que j'éprouve auprès de la jeune génération des artistes dans les écoles qui tous s'occupent de donner la parole à des petites communautés, aux oubliés, aux invisibles. C'est vraiment l'enjeu de l'art émergent aujourd'hui, c'est ça. Le grand paradoxe, à mes yeux, personnel que je travaille, c'est que
à identifier justement avec une grande précision l'identification de ce dont on parle, de celui dont on parle. Par exemple, je rencontre des présentations d'artistes qui commencent par expliquer qu'ils sont non-genrés, neurodéficients. Donc il y a une liste comme ça de ce qui les qualifie, de ce qui les identifie et de ce qui donne la parole et passe le micro à des oubliés ou des non-entendus. Oui. Mais précisément, ça s'exprime parfois plastiquement, dans la peinture, ou enfin ça dépend le médium, mais par de l'indifférenciation. Il y a pour moi une espèce de contradiction dans ce rapport à, alors j'ai oublié le terme de cet aplatissement ou de cette indifférenciation, et au contraire, donner la parole et faire émerger l'oublié. Voilà. Ouais. Donc moi, je trouve que c'est au contraire, c'est une question qui est prise complètement en charge aujourd'hui par les jeunes. Et après, bon, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est quelle formulation plastique, quelle représentation précisément ça fait émerger. Et souvent, je trouve qu'elle est dans une question d'indifférenciation, et ça me semble paradoxal. Par exemple, en peinture, l'émergence d'une forme extrêmement de couleurs désaturées, de pastels, de dégradés, de travail au pistolet. Enfin voilà, il y a des formats d'écriture indifférenciés pour identifier des paroles ou des cris, au contraire, qui ont besoin d'être entendus. D'accord, mais alors, quand vous dites, voilà, il y a tout un travail pour trouver cette parole et tout, c'est en quel sens de représentation alors ? C'est exactement les questions que je me pose en ce moment, je n'ai pas les réponses. Simplement, à votre conclusion, je ne peux que rebondir mais c'est pris en charge. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui par toute la jeune génération. C'est exactement la mission dont il se charge. Alors, évidemment, j'exagère et on ne peut pas faire de généralité, mais c'est le problème qui est pris en charge par les jeunes aujourd'hui, je crois. Si vous voulez, on pourrait vous dire, je ne vais pas vous dire ça, mais on pourrait vous dire, les jeunes, ça n'existe pas. Vous voyez ? Oui, moi je trouve que oui. Hein. Non, mais je veux dire que vous avez vos étudiants et que d'autres... Enfin, vous comprenez ? C'est-à-dire qu'on va toujours tomber à un moment... il me semble que c'est au cœur des questions politiques aujourd'hui. On va toujours tomber à un moment où on va nous accuser d'universalisme ou d'uniformisation. Voilà. Parce que c'est très dangereux, dans un certain sens, de donner la parole à des... Je veux dire, ce que je disais à la fin, à savoir est-ce qu'on peut identifier au fond les 100 paroles, enfin, est-ce qu'on peut entendre les différences d'écrits. C'est dangereux au sens où, si on les entend trop, on ne peut plus se parler. Oui, bien sûr. Parce que, voilà, moi, je vais travailler sur tel exclu. Vous allez travailler, voilà. Spivak, elle travaille sur les subalternes indiens, mais vous avez les afro-pessimistes qui vont travailler sur les noirs en disant bon, le problème noir est absolument irréductible à tous les autres. Vous voyez ? Donc, on est quand même face aujourd'hui à une... Vous dites, c'est ce que prennent en charge les artistes aujourd'hui, très bien, mais ça produit de nouveaux problèmes puisque ces prises en charge ne sont pas homogènes et créent des nouvelles formes de conflits. Oui, mais ça, c'est la suite du débat. Ce que je veux dire, c'est que cette définition de l'ensemble de ces oubliés, y compris les animaux, y compris toutes les formes de vivants, c'est exactement l'émergence de ce passage de micro. C'est exactement ce qui se passe. Après, que ça pose d'autres problèmes, on peut évidemment en parler. Nous, juste ce qu'on énonçait, c'est à qui ça s'adresse aussi. C'est une vraie question. C'est-à-dire que quand j'ai précisément un étudiant qui se présente et positionne son art en m'expliquant son âge, son genre, etc., moi j'ai envie de l'aimer tel qu'il est. Mais simplement je me dis, mais alors moi, hétéro, 50 ans, alors du coup on ne va pas pouvoir se parler. Donc c'est à qui ça s'adresse aussi. C'est sûr. Bon, bref, voilà.
Mais oui, parce que, en fait, si on avait le temps, là aussi, il faudrait parler de est-ce qu'il peut y avoir un langage commun. Oui, mais c'est... Voilà, pas universel, mais commun. C'est les questions de, justement, Spivak, elle pensait que oui, elle se réfère à Gramsci, elle disait oui, on peut inventer une langue commune qui uniformise pas tout, mais qui permette... Voilà. Mais c'est toutes ces nuances entre l'indifférenciation, la mise à plat, le nivellement, qui est à distinguer du commun et de la fabrication du collectif. Oui. Et qui, je trouve, est très interrogé aujourd'hui, à l'heure justement de cette prise en charge par, moi je dis les jeunes, oui, non, mais les artistes. Oui, bien sûr, non, mais vous avez raison, bien sûr, ouais, tout à fait, tout à fait. En prolongeant, puisqu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, en prolongement, je voudrais peut-être juste faire une remarque ou une réflexion concernant le cri lui-même ou les cris. Je suis très heureux que le terme arrive aujourd'hui parce que, étant donné aussi la place qu'on souhaite accorder et à la musique et à la danse dans ce séminaire, ces arts-là ont certainement quelque chose de très, très directement corporel à nous dire sur le cri. Et en entendant ce que tu disais sur le fait que passer la parole est la grande affaire de toute la jeunesse artistique aujourd'hui, ou s'occuper des subalternes dans toute leur diversité, je suis tout à fait d'accord, et dans le même temps, je trouve que ça crie très peu. Et je parlais de pastel et d'une esthétique indifférenciée, et je me dis, on parle de ceux qui n'ont pas le logos, et qui ne sont perçus que comme des animaux criards. Mais le cri, ça commence d'abord par le cri de l'artiste ou du penseur, et que peut-être s'il y a un langage commun, enfin c'est sûrement pas un langage universel, mais qu'il tient à la modulation de tous nos cris dans leurs différences. Je ne veux pas faire c'est pas du rousseauisme stupide, mais que le cri, c'est aussi ce moment où il y a un commun fragile qui peut se restaurer, quelles que soient les positions. Oui. Enfin, c'est en tout cas ce que en je voudrais fait, moi, tenter. c'est pour ça aussi que je m'intéresse à l'anarchisme. Parce que pour moi, c'est ça le cri. Je pense que l'anarchisme est un cri et qu'on n'entend jamais. Que c'est quelque chose qui est resté inentendu depuis le début. Et ça continue. Et ça me plaît de penser ça. Que précisément, parce qu'évidemment, moi, je me pose la question aussi par rapport à mon activité, parce que, alors vraiment, les philosophes, non. Non. Et donc, je me dis, qu'est-ce qu'ils détestent le plus ? C'est l'anarchie. Donc, ça m'intéresse de penser ça comme ça, parce que je suis d'accord avec toi. Oui, ça crie pas beaucoup. Oui. Moi, j'aimerais bien entendre les étudiants, si c'était possible. Je sais pas comment vous travaillez, est-ce que tout ça vous parle ou pas du tout, je sais pas moi. Du coup, ce serait pas du tout par rapport à mon travail ou quoi, mais c'était juste. Je voudrais parler un peu plus fort, excusez-moi. J'aurais aimé que vous précisiez peut-être votre conclusion et la question que vous posiez à la fin de votre conférence, peut-être en donnant des pistes de réponse, mais aussi même en développant la question. Mais moi, je voudrais savoir d'abord comment vous les avez entendues, ces questions. Moi, je me suis tout de suite, peut-être un peu bêtement, demandé du coup qu'est-ce qui différencierait le travail de l'artiste et du scientifique, si l'intérêt est de se demander qui sont ces gens, qui sont ces animaux indistingués. Ouais. Et du coup, ouais, par exemple, c'est une manière dont je l'aurais compris. Mais oui, bon, ça c'est une grande question, hein, l'art et la science. Mais effectivement, vous avez remarqué qu'il y a en ce moment, en tout cas en anthropologie, vous connaissez le travail de Descola, un peu, Philippe Descola,
Quand il parle, il dit qu'on vit dans plusieurs mondes à la fois. Et en science, de plus en plus, on va donner une réalité aux bactéries, à tous ces hôtes qui nous habitent, etc. Donc je pense effectivement qu'il y a aujourd'hui un mouvement qui est un peu synchrone, enfin un peu entre l'art et la science. Et qu'il y a dans les deux, en ce moment, me semble-t-il, une convergence dans l'identification de ces 100 cris, de ces 100 paroles, ou vous voyez, puisqu'on reconnaît aujourd'hui comme des formes de vie des êtres qui auparavant étaient considérés comme des choses. Donc oui, il y a un côté commun, bien sûr. Bon, c'est pas la même prise en compte, mais oui. Alors, par rapport à... Est-ce que je peux préciser ma question de la fin? C'est que je crois qu'on a réfléchi davantage sur les moyens de représenter, pastel, ou je sais pas, on a réfléchi peut-être plus sur les moyens de représenter, comment représenter, les différents sens de la représentation, que sur ceux ou celles que l'on représentait. Et est-ce qu'on avait le droit, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui d'appeler sans part ou animaux ou simplement cris ceux qu'on représente, vous voyez? Eh ben, je pense que les cris sont très différents. Voilà, je pense qu'il y a une hétérogénéité des cris. Et qui peut l'entendre? Ça, c'est la question. Qui peut l'entendre? Parce que pour revenir à ce que Madame disait là de ses élèves, de ses étudiants, on n'entend jamais qu'un seul cri au fond. Donc, qu'en est-il de la diversité des cris? C'est très difficile. C'est comme d'entendre plusieurs langues à la fois. Enfin, sauf que là, c'est pas une langue, justement, c'est un cri. Donc, c'est très difficile. Oui. Si vous pensez sa hétérogénéité des cris, et c'est que c'est difficile. De l'autre côté, on peut penser aussi donc la parole qui on comprend bien, genre comme une espèce d'hégémonique, du coup. Ouais. Moi, je travaille depuis le décolonialisme, donc du coup, je pense ce regard à toutes les quantités de cris qu'on peut entendre aussi. Parce que le problème, c'est parfois, c'est pas simplement crier, sinon savoir entendre aussi. Et parfois, si je sens qu'il y a une grande lumière qui va éteindre toutes les petites lumières, et on va dire, c'est pas des diurnes, justement. Je sens qu'il y a une hégémonique, du coup, qui va éteindre tous les petits cris ou tous les grands cris qui vont jamais être entendus. Du coup, je sens en relation comment on travaille ce type d'hégémonie. Finalement, parce que, ouais, je pense que c'est vraiment... Oui, excusez-moi. Non, genre, je suis en train de réfléchir à ça, justement. Ouais. Et surtout à ce type de personnes qu'on n'identifie pas et que dans mes recherches, je ne travaille pas avec des victimes, je travaille surtout avec l'idée des survivants qui vont être toujours en combat avec la blessure, mais toujours en combat. Du coup, j'essaie de comment repenser depuis un endroit ce type de concept. Oui, c'est très intéressant. Avec vous. Enfin, je pense, enfin, c'est en tout cas comme ça que je le comprends, je pense que c'est la question de l'anarchisme. C'est-à-dire ne jamais proposer de discours surplombant, ne jamais proposer une forme politique représentative, ne jamais déléguer le pouvoir, hein, mais faire avec la diversité des cris. Je pense que, enfin, si vous voulez, si je m'intéresse à l'anarchisme, on pourrait dire, oui, mais les anarchistes, ils sont comme les autres, finalement, ils finissent toujours par proposer une forme d'hégémonie, certainement. Hein, mais quand même, il me semble qu'il y a dans la pensée anarchiste, dans la théorie anarchiste, quelque chose de très profond qui est justement dans le refus de la représentation. L'anarchisme, c'est une façon d'entendre, de composer avec, de vivre avec la diversité des cris, sans jamais proposer, sans jamais imposer
une hégémonie. C'est la raison, une des raisons quand même essentielles de la querelle entre Marx quand même et Bakounine. Hein. La première internationale, on dit parfois la deuxième, où Marx dit, voilà, on parle des prolétaires. Bon, à l'époque, c'était comme ça qu'on caractérisait, on va dire, l'écrit. Et Marx dit, il faut une discipline de parti, il faut des représentants. Il faut des représentants, justement, représentants. Pour arriver à faire entendre cette parole, et Bakounine dit non, pas du tout, il faut que des petits groupes s'organisent, etc. Et ça a donné cette querelle terrible entre le marxisme et l'anarchisme, et la chose était faite. Là, c'était la séparation qui n'a jamais été surmontée, à savoir, voilà, non, il faut travailler de façon horizontale, par petits groupes, etc. Il faut organiser, il faut que s'organisent des fédérations, voilà, et ne jamais imposer quelque chose d'en haut. Et de l'autre, la logique communiste voilà, dictature du prolétariat, etc. Il faut organiser une hégémonie pour pouvoir se faire entendre. Il faut que les cris soient, d'une certaine façon, travailler pour prendre une forme. Donc, pour répondre à votre remarque, qui est très juste, je pense que voilà, qu'il faudrait travailler cette écoute anarchiste comme vous dites, des lumières ou des... Voilà. Merci. J'allais dire justement, pardon. Oui. Non, allez-y. C'est peut-être pas tant la question, enfin, c'en est une de question, que c'est peut-être pas tant la question de que sont ces cris, mais de qui écoute et comment. Je ne sais pas, mais ça me... je ne saurais pas comment aller plus loin là-dedans, mais d'un seul coup, je me dis, mais peut-être que si on déplace ça, non pas... il n'est pas tant question de recueillir ces cris et d'en faire je ne sais pas quoi, que peut-être juste d'apprendre soi-même à écouter. Il faut d'abord entendre les siens. Oui, pour commencer. Il faut entendre les siens. Et ça, voilà, oui. C'est-à-dire, il faut, je crois, se demander, c'est un petit peu les questions que je posais tout à l'heure, à savoir, il faut se demander si... Est-ce que, au fond, excusez-moi, être en vie, c'est être injustement traité. Être injustement traité. C'est-à-dire, je pense qu'il faut régler le problème de sa propre vie avec l'injustice. Ça, je pense que c'est indispensable. À savoir, écouter son propre cri. Je ne dis pas peut-être d'abord, ça peut être en même temps qu'écouter celui des autres. Je ne dis pas forcément qu'il faut commencer par soi, forcément. Mais nécessairement, il faut commencer par s'entendre. Et je lisais, récemment, je relisais un peu un Joyce qui est illisible, mais c'est marrant comment Finnegan's Wake, en fait, il parle de lui, Joyce, et en parlant de lui, il parle 50 langues, c'est-à-dire que dès qu'il s'entend, il y a tous les autres qui arrivent. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, ça, c'est quelqu'un qui écoute, qui s'écoute. Non pas du tout dans une démarche individuelle, mais qui développe, et ça, c'est la tâche de l'art, il me semble, qui développe cette oreille incroyable qui entend dans la vie personnelle, dans les blessures et dans les injustices, etc., qui entend une multiplicité de langues et de... Donc oui, qui écoute et effectivement, comment est-ce qu'on s'écoute? Je pense que trop souvent en politique, si vous voulez, les hommes politiques, les femmes politiques n'ont aucune écoute d'eux-mêmes.
Voilà. Merci pour cette séance de psychanalyse. Plus d'autres questions? Non? Alors, je profite de ce dernier moment avant de remercier Catherine Malabou pour une petite annonce. Le programme du second semestre pour ce séminaire est quasiment bouclé et vous le recevrez par les voies habituelles de l'Internet, des mails et des réseaux dits sociaux. Juste l'annonce de la première séance du second semestre, ça aura lieu exceptionnellement un jeudi, le jeudi 2 février, et ce sera une conférence performée avec une chorégraphe qui s'appelle Katerina Andreou et moi-même l'assistant, et qui s'intitule « Droit dans le mur en sortant du trou ». Et en fait, on y criera beaucoup, et j'étais très heureux qu'il soit tant question du cri aujourd'hui, et on fera même un peu crier l'assistance. Voilà, droit dans le mur en sortant du trou le 2 février. Et il ne nous reste plus qu'à remercier très chaleureusement Catherine pour sa conférence.